Il eut à choisir entre 10 espèces de moutarde. Il mangea du gazpacho, du curry, du gingembre, des merles de Corse, des lasagnes romaines. Il but des vins extraordinaires, du Liebfrauli et du Tokay. Arnoux se piquait effectivement de bien recevoir. Il courtisait en vue des comestibles tous les conducteurs de Malposte et il était lié avec des cuisiniers de grandes maisons qui lui communiquaient des sauces. Mais la causerie, surtout, amusait Frédéric. Son goût pour les voyages fut caressé par Dittmer, qui parla de l'Orient. Il assouvit sa curiosité des choses du théâtre en écoutant Rosenwald causer de l'opéra. Et l'existence atroce de la bohème lui parut drôle à travers la gaieté du sonnet, lequel narra, d'une manière pittoresque, comment il avait passé tout un hiver, n'ayant pour nourriture que du fromage de Hollande. Puis, une discussion entre Lovarias et Burieux sur l'école florentine lui révéla des chefs-d'œuvre, lui ouvrit des horizons, et il eut du mal à contenir son enthousiasme quand Pellerin s'écria « Laissez-moi tranquille avec votre hideuse réalité. Qu'est-ce que ça veut dire, la réalité? Les uns voient noir, d'autres bleu. La multitude voit bête. Rien de moins naturel que Michel-Ange. Rien de plus fort. Le souci de la vérité extérieure dénote la bassesse contemporaine. Et l'art deviendra, si l'on continue, je ne sais quel rocambole au-dessous de la religion comme poésie et de la politique comme intérêt. Vous n'arriverez pas à son but, oui, son but, qui est de nous causer une exaltation impersonnelle, avec de petites œuvres, malgré vos finasseries d'exécution. Voilà les tableaux de Bassolier, par exemple. C'est joli, coquet, propret, et pas lourd. Ça peut se mettre dans la poche, se prendre en voyage. Les notaires achètent ça à 20 000 francs. Il y a pour 3 sous d'idée. Mais sans l'idée, rien de grand, sans grandeur, pas de beau. L'Olympe est une montagne. Le plus crâne monument, ce sera toujours les pyramides. Mieux vaut l'exubérance que le goût, le désert qu'un trottoir, et un sauvage qu'un coiffeur. Frédéric, en écoutant ces choses, regardait Madame Arnoux. Elle tombait dans son esprit comme des métaux dans une fournaise, s'ajoutait à sa passion et faisait de l'amour. Il était assis à 3 places au-dessous d'elle, sur le même côté. De temps à autre, elle se penchait un peu, en tournant la tête pour adresser quelques mots à sa petite fille. Et, comme elle souriait alors, une fossette se creusait dans sa joue, ce qui donnait à son visage un air de bonté plus délicate. Au moment des liqueurs, elle disparut. La conversation devint très libre, M. Arnoux y brilla, et Frédéric fut étonné du cynisme de ces hommes. Cependant, leur préoccupation de la femme établissait entre eux et lui comme une égalité qui le haussait dans sa propre estime. Rentré au salon, il prit, par contenance, un des albums traînant sur la table. Les grands artistes de l'époque l'avaient illustré de dessins, y avaient mis de la prose, des vers ou simplement leur signature. Parmi les noms fameux, il s'en trouvait beaucoup d'inconnus, et les pensées curieuses n'apparaissaient que sous un débordement de sottises. Toutes contenaient un hommage, plus ou moins direct, à Madame Arnoux. Frédéric aurait eu peur d'écrire une ligne à côté. Elle alla chercher dans son boudoir le coffret à fermoir d'argent qu'il avait remarqué sur la cheminée. C'était un cadeau de son mari, un ouvrage de la Renaissance. Les amis d'Arnoux le complimentèrent, sa femme le remerciait. Il fut pris d'attendrissement et lui donna devant le monde un baiser. Ensuite, tous causèrent, çà et là, par groupe. Le bonhomme Massius était avec Madame Arnoux, sur une bergère, près du feu. Elle se penchait vers son oreille, leurs têtes se touchaient.
Et Frédéric aurait accepté d'être sourd, infirme et laid, pour un nom illustre et des cheveux blancs. Enfin, pour avoir quelque chose qui l'intronésie dans une intimité pareille. Il se rongeait le cœur, furieux contre sa jeunesse.